C'est notre 76e épisode que nous vous proposons cette semaine, un épisode bourré d'actualité high-tech forcément, et puis également de votre courrier, vos commentaires que vous nous adressez chaque semaine, et c'est bien gentil. Et cette semaine, pour parler technologie, il y a de ce côté-ci Marc, voilà, bonjour Marc, et puis de l'autre Sébastien. Salut. Sébastien. On va parler de l'actualité high-tech de cette semaine. Est-ce qu'elle est bien fournie, peu fournie? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a deux choses. Hein. Il s'est passé des trucs cette semaine. C'est un long jogging. C'est un long jogging pour notre ami breton qui nous écoute en joggant. Courrier des auditeurs, on en a reçu cette semaine, du sympathique en plus, et des fois sur des très très vieilles vidéos. C'est le cas par exemple de ce que Jordan nous adresse comme message. C'était en regard d'une vidéo hors série qui concernait la Kindle Voyage. C'était au mois de novembre 2014. Ça ne nous rajeunit pas, mon bon Marc. C'était toi qui l'avais commis ce hors série. Et donc il nous dit cette vidéo est de qualité et merci pour ces quelques astuces utiles que j'ai découvertes grâce à vous, comme MyUS par exemple, dont on avait parlé pour l'occasion, et le logiciel Calibre dont il était également question. C'est vrai que les hors série, de temps en temps, on fait des digressions, mais en fonction toujours du sujet dont il est question. On ne se met pas à parler de la pluie et du beau temps pour un oui ou pour un non. Faut pas déconner non plus. Mais de temps en temps, il y a des choses accessoires, on va dire, à ce dont on parle dans un hors-série qui peuvent avoir leur utilité. Et c'est pour ça qu'on vous le glisse de temps en temps. Donc voilà, quelqu'un qui était content. Cubignol nous a écrit également pour nous proposer un petit exercice de prononciation. C'est vrai qu'on a des fois des difficultés. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des fois des difficultés pour prononcer certains noms comme UI, par exemple. J'y suis presque arrivé sur le coup, ou Wii U, par exemple aussi. Et c'est en regard là de la vidéo concernant la Fritz, le boîtier, le modem routeur Fritz, et il nous proposait de répéter 20 fois. Marc, de quoi ? Non, non, tu m'auras pas. Ah bon, d'accord. Sébastien peut peut-être essayer dans ce cas-là. Non, c'est les chaussettes. Non, c'est pas ça. C'est la version allemande, à mon avis. Donc c'est un truc du genre Fischers, Fritz, Flash, Frisch, Fisch. Enfin voilà. Donc ce qui n'a rien à voir avec UI en l'occurrence. Donc voilà. Merci pour ce bon conseil que nous allons tâcher de suivre un jour. Merci sinon, également. Pour les cours de diction, vous pouvez toujours faire vos dons. Oui, c'est ça. Pour ouvrir un financement participatif pour les cours de diction. Mais en Belgique, les logopèdes, c'est pas donné. C'est pas donné, oui, c'est vrai. D'autre part, le message de Michael, si je ne dis pas de bêtises, concernant notre Techno 75, c'est l'épisode de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Pas confondre SpaceX envoie des ravitaillements et à la station spatiale. Donc, la distance parcourue est largement supérieure, et pour Blue Origin, c'est pour du tourisme spatial, pour concurrencer Virgin. C'est un peu petit nègre, mais quand c'est écrit, c'est beaucoup plus clair. C'est vrai qu'on avait un petit peu tout mis dans le même panier, mon bon Marc. Alors, on avait tout mis dans le même panier, mais le propos, je me permets de le répéter, j'avais déjà répondu à Michael sur la vidéo, oui. Le propos n'était pas de faire une différenciation, le propos était surtout d'illustrer le fait que, de plus en plus, c'est le secteur privé qui s'attaque au domaine du transport spatial. C'était ça l'idée, oui. Il n'y a pas de jugement sur qui fait quoi, ou etc. Absolument pas. De toute façon, il y a encore eu de l'actu cette semaine avec SpaceX qui a réussi à faire atterrir sa fusée sur une barge flottante pas plus grande qu'un mouchoir de poche. C'était impressionnant. C'est un grand mouchoir de poche. C'est pour des gens très très enrhumés, mais c'est assez impressionnant, effectivement, de voir cette grande sucette descendre. Je ne sais plus combien de mètres ça fait, ce bidule. C'est assez. Je ne sais pas. C'est grand. C'est grand. C'est l'équivalent de 4 étages, je crois, d'immeubles. Et ça descend comme ça verticalement, enfin presque verticalement, et ça se pose, je veux dire presque comme une fleur, sur ton mouchoir de poche. C'est très très impressionnant. J'imagine que tout le monde a vu la vidéo, elle a circulé largement. Il va falloir rééditer l'exploit. Je pense que le prochain vol, c'est au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Dans ces eaux-là, Dans ces eaux-là, oui. Donc on verra s'ils vont réussir à rééditer cet exploit. Parce que c'est un petit peu le but, c'est faire des économies, pouvoir récupérer facilement la sucette en question pour pouvoir la recycler proprement, on va dire. C'est tout pour le courrier des auditeurs. On passe bien sûr ceux qui nous ont remerciés une fois de plus et adressé les félicitations d'usage, comme on a l'habitude de dire. On vous remercie également de nous suivre avec tant de fidélité. On passe peut-être Sébastien qui avait un truc encore... Oui, il y avait encore aussi notre ami Antoine qui répondait aux
sujet sur les Lego de la semaine dernière, qui nous a raconté, si vous voulez, tous les détails sur les brevets, etc. Oui. Antoine adore ça. Et même s'il est même âge que moi, hein, il joue encore avec ses Lego aussi. Ouais. Ah non, tiens, j'ai plus de Lego. Je remets peut-être les choses vite fait dans le contexte. Si vous n'avez pas regardé le numéro 75, on a parlé d'une start-up qui avait lancé des petits objets connectés, on va dire ça comme ça, compatibles Lego. Hein, et donc des la question... Des blocs de construction qui permettaient de transformer vos montages Lego en objets connectés à la sauce Internet des objets et contrôlables par smartphone. Alors on avait digressé également concernant l'éventuelle demande ou obligation par rapport au brevet Lego, est-ce que c'est autorisé, etc. La réponse y est, il n'y a plus de brevet. Il n'y a plus de brevet. Voilà, il a passé 50 ans, donc le brevet est tombé dans le domaine. Donc il est dans le domaine. C'est bon à savoir, on va pouvoir se fabriquer des Lego maintenant. On va les imprimer nous-mêmes, maintenant qu'on a des... ça se fait déjà, oui. Oui, c'est ça, donc on va pouvoir s'amuser comme des petits fous. Allez, on va passer à la suite, mais avant d'entamer notre abécédaire habituel, une info qui est tombée ce jour, le jour d'enregistrement, ce 14 avril, et qui est plutôt une information belge, mais qui pourrait également se retranscrire dans d'autres pays, pourquoi pas. C'est l'opérateur Mobistar qui nous a envoyé un communiqué de presse concernant une technologie qu'ils sont en train de mettre en place avec une autre entreprise et qui concerne la localisation de foule. Qui en parle? Seb, Marc? Oui, et alors je voudrais d'ailleurs pour nos amis français qui nous écoutent les rassurer, Mobistar, c'est une société que vous connaissez très bien vu que c'est tout simplement Orange. Oui, c'est ça. Et ce sera Orange chez nous aussi d'ici le mois de mai, je pense, au 1er mai. Vous n'entendrez plus parler de Mobistar, on vous parlera d'Orange comme chez vous. Ce qui est drôle, c'est que le code couleur de Mobistar, c'est plutôt vert. Oui. C'était. Donc ça va devenir Orange prochainement. Oui. Et Base était Orange avant, enfin c'était toute une histoire. Voilà, bref. Mais maintenant, c'est Mobistar. Voilà. Donc, ils sont alliés avec une autre société belge, Cropland, pour faire des essais à Anvers, à la demande des autorités, pour localiser toutes les foules. Alors bon, ils startent un communiqué où ils expliquent tout ça gentiment sur comment ils le font, et qu'est-ce qu'ils donnent. Le but étant plus de sécurité pour la police, pour pouvoir gérer tout ce qui est manifestation de foule, que ce soit loisirs ou manifestation tout court, avec Calico et barbecue. Mais voilà, donc là c'était un peu le point de vue technique, de pouvoir donner ces informations, quels sont les mouvements à la police pour qu'ils puissent gérer leurs troupes et suivre s'il y a des problèmes ou des mouvements de foule, les services de secours, oui. Voilà, tout ça est selon Mobistar anonymisé pour évidemment garantir votre vie privée vis-à-vis des autorités. Alors bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui passe entre Mobistar, qui est entre l'opérateur et les autorités. Voilà, d'un point de vue technologique, je trouve ça très sympathique. C'est le même type de technologie qui est utilisée, si je ne m'abuse, pour repérer les embouteillages sur les autoroutes. Mais là, c'est plus facile à conceptualiser ce qu'ils envoient et ce qui est fait des données. Ici, c'est un peu flou et tu sais pas tout à fait ce qui passe et comment c'est anonymisé. Donc moi, d'un point de vue technique, je me pose des questions. D'un point de vue citoyen aussi, je veux pas dire que je suis contre l'initiative, je trouve ça technologiquement intéressant, mais voilà, ça mérite un certain débat aussi. Sur ces données, parce qu'à la base, je m'attendais pas forcément, en prenant mon téléphone, à ce que mes déplacements soient vendus à une société tierce ou au gouvernement. Et ça en est le même pour les embouteillages. Effectivement, Proximus qui fait ça pour détecter. Tout le monde a trouvé ça génial, mais ça pose la même question. Est-ce que ces données m'appartiennent ou pas? C'est un peu comme le big data aussi. C'est un peu la même démarche. Ce sont des données que nous fournissons quelque part, tous autant que nous sommes, et qui sont utilisées et financièrement rentabilisées par des sociétés privées, des fois le public, des fois le privé. Ce que nous faisons aussi. Enfin, tout le monde s'y met un petit peu. C'est un petit peu le... Voilà, ça pose plein de questions. Évidemment, je ne sais pas si Marc avait une remarque à faire là-dessus. Non, son doigt s'agite. Il dit non, effectivement. S'en fout. Rien à dire. Je ne veux pas Anvers, parce que
Voilà, donc si vous vous manifestez, si vous vous groupez, vous avez l'intention de faire une manif, laissez votre smartphone à la maison. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, je suis désolé de donner des mauvais conseils comme ça aux gens, mais c'est comme ça que ça va se passer à un moment donné, hein, c'est clair. Bon, ben voilà, c'était la petite info belgo-belge, mais qui pourrait très très bien trouver une application dans un autre pays. Il n'y a aucune raison, c'est pas propre à la Belgique, hein, ce genre de truc-là. C'est pas propre. Soyons clairs, ou c'est pas propre tout court. On entame l'abécédaire de la semaine pour ce numéro 76 avec la lettre A comme Amazon pour une fois, et on ne va pas parler musique mais on va parler d'Oasis malgré tout. Oasis, c'est le nouveau Kindle d'Amazon. Bon, Marc. Oui, effectivement, ça faisait quand même quelque temps que la rumeur tournait et Jeff Bezos avait encore promis la sortie d'un nouveau modèle de Kindle la semaine dernière. Ben voilà, il est arrivé officiellement hier, même s'il avait fuité quelque peu sur un site japonais, une version japonaise de Amazon. Et donc, c'est la huitième génération des liseuses Kindle, dont le design en fait tranche quand même vachement nettement avec la précédente génération, à savoir tant au niveau du form factor où on se retrouve avec un objet un peu atypique, mais qui est clairement pensé pour une lecture à une main. D'ailleurs, ça a vraiment été la ligne directrice lorsqu'ils ont fait le design. Seb, tu sors. Donc en fait, on a un objet qu'on peut assimiler à un livre replié, avec un affichage adaptatif qui va automatiquement s'orienter selon que vous le tenez à la main gauche ou à la main droite. Du coup, l'appareil a une finesse extrême. On parle de 3 mm et demi, sauf évidemment sur la tranche que l'on va tenir. L'appareil a une autonomie classique. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'il est vendu avec un cover qui contient une seconde batterie qui, lui, peut étendre l'autonomie jusqu'à 20 mois. Ah oui. 20 mois, ça devient intéressant. Tu vas rester longtemps à la toilette. On peut lire on peut rester longtemps avec sa lecture. Il est insortable. Il est insortable. Alors, bon, du coup, sans le cover, il est beaucoup plus léger, c'est-à-dire 131 grammes, contre 181 pour la version précédente, la Voyage. Il conserve toujours un écran de 6 pouces avec une résolution de 300 points par pouce. Amazon a augmenté le nombre de LED, toujours avec un système qui éclaire l'écran et pas le visage du lecteur. Donc, autrement dit, c'est beaucoup moins fatigant que lire sur une tablette. Et c'est tout ce qu'on peut en dire au niveau technique. Sinon, à part ça, elle est chère. Elle est très chère. D'accord, oui. Disons que c'est un modèle clairement élitiste. Il commence à 300 €, quasi 290 € pour la version Wi-Fi, 349 € pour la version 3G, qui, je le rappelle, permet juste de faire des synchros avec votre compte et éventuellement d'aller consulter le store Amazon, que vous soyez au fin fond du désert ou en pleine mer. Du moment que vous avez un signal 3G, ça passe, même 2G, mais ça reste cher. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les modèles de Kindle ont commencé à des prix relativement élevés avant de voir leur prix raboter au fil du temps. Maintenant, une Voyage qui était le haut de gamme jusqu'à avant-hier se négocie à 189 €. Les premiers modèles de Kindle non rétro-éclairés coûtent moins de 70 €. Ouais. Bon, si ce n'est pour l'autonomie, qui était déjà pas mal, hein, soyons clairs, sur les précédents modèles, je vois pas trop l'intérêt de cette nouvelle venue. Bon, je ne saurais pas trop te dire tant qu'elle n'aura pas fait ses maladies de jeunesse et tant qu'il n'y aura pas eu de tests plus conséquents. On essaiera d'en avoir une, à la rigueur, pourquoi pas, comme ça se permettra de faire une petite continuité avec ce qu'on a déjà testé. Oui. Par contre, c'est vrai que le form factor est beaucoup plus sympa parce que ça m'arrive souvent de lire au lit et je me rends compte que la Voyage, ben voilà, elle tient pas forcément bien à une main. Oui. Là, disons qu'il y a quelque chose qui mérite d'être creusé, et rien que pour ça, ça me déplairait pas de l'avoir en main. Alors, par contre, c'est vrai que le positionnement tarifaire la met vraiment dans les mains de lecteurs passionnés. Oui, c'est ça, oui. Surtout qu'il faut avouer, la Kindle Voyage et la Paperwhite avant elle ont subi il y a pas longtemps une grosse mise à jour de firmware qui les a dotés d'une toute nouvelle version du logiciel, beaucoup plus aboutie, beaucoup plus pratique, beaucoup plus fluide, qui va être en fait le même logiciel qu'on va retrouver sur la Oasis. D'accord. Donc, quel va être vraiment le facteur de différenciation? Surtout que sans son cover, comme tu dis, on se retrouve avec une batterie de 250 mAh qui va difficilement faire plus que ce que faisait une Voyage ou une Paperwhite. 250 mAh seulement?
C'est tout? Ouais, c'est pas grand-chose. C'est vraiment... C'est pas grand-chose. C'est 250 mAh de base. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, une batterie lithium-ion polymère de 3,7 volts. Et de l'autre côté, effectivement, dans le cover, il y a une batterie de 1290 mAh. Donc c'est là que ça se situe, quoi. Par contre, le système est suffisamment intelligent dans le sens... Enfin, il a été conçu de manière intelligente parce que une fois que tu as fini de lire, tu remets le cover. Le simple fait d'appairer le cover et la liseuse vont recharger la batterie de la liseuse au départ de l'énergie qui se trouve dans la batterie ça fonctionne vraiment comme une batterie d'appoint. Voilà, voilà, exactement. Ça fonctionne de concert et c'est pour ça que les deux sont vendus ensemble. D'accord. Je signale au passage qu'une batterie d'appoint de 2000 mAh, parce qu'on dit milliampères mais c'est des milliampères-heure, ça revient à peu près à une centaine d'euros. Je dis ça en passant. Donc voilà, mais c'est peut-être plus encombrant, clairement. Enfin bon, à suivre, comme on a l'habitude de dire à chaque fois, mais c'est vrai que le facteur de forme est plutôt sympathique, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup, même pour les tablettes, il n'y a pas beaucoup de travail autour de la manière dont on prend, dont on tient ce type d'appareil. Là, c'est peut-être une piste à suivre. En tout cas, on y jettera un œil à l'occasion. On reste à la lettre A, bien entendu, mais A comme Apple cette fois, et c'est à Sébastien que j'ai repassé la parole pour parler d'un nouveau clavier, peut-être un jour chez Apple, Sébastien. Un nouveau clavier qui n'existerait plus. C'est ça qui serait assez génial. Alors, vous vous rappelez des vidéos où on pensait les claviers projetés et qu'on avait tapé dessus. Bon, on n'en est pas là, mais le brevet déposé par Apple est pas mal quand même. Ça s'est fait, des claviers projetés sur la table. Moi, j'en ai testé il y a très très longtemps, qui était une espèce de laser comme ça qui projetait le clavier devant soi. Ça fonctionnait, quoi. Ça a été vendu, ça a fonctionné. Ça fonctionnait avec des guillemets ou ça fonctionnait? Ça fonctionnait, mais personne ne s'est intéressé à ce produit parce que sans doute que personne n'en a vraiment l'usage. Il y a eu des vidéos qui circulaient l'année passée sur... je sais plus, tiens, c'était sur l'iPhone. Mais bref, soit passons, on en reparlera. Ici, c'est brevet. Oui. Techno probablement existante ou à venir chez Apple. En tout cas, l'idée est pas mal du tout. C'est plutôt que d'avoir tes petites touches, il y a un problème qui est quand même majeur pour tous ces constructeurs, c'est que qu'est-ce qui coûte le plus dans le laptop, enfin pas le plus, mais qui coûte quand même énormément, c'est la localisation. Parce que tous ces laptops sont... tous ces claviers sont différents, qu'on soit en France, en Belgique, nous on est en AZERTY, mais notre point-virgule, enfin notre deux points n'est pas au même endroit que... Les Français voudraient bien avoir leur propre clavier AZERTY aussi un jour. J'ai entendu ça. Oui, mais il est différent du nôtre. Il est déjà différent, mais ils en voudraient encore un plus différent, parce qu'il n'est pas assez différent encore. Et donc, c'est un micmac et ça coûte assez cher. Et donc, et puis il y a des problèmes de panne, tu as des touches c'est des pièces en mouvement, etc. Donc tu as compris, tout ça doit disparaître par juste un gros truc plat, micro-perforé. Et donc il y a des petites LED en dessous qui t'afficheraient ce que serait ta touche. Donc, si c'est un A, on va afficher suffisamment, on va éclairer quelques petits trous pour t'afficher un A et te dire la touche est là. Et donc tu pourrais déplacer ton A à volonté, dire mon A maintenant n'est plus là, mais il est en bas à droite. Reconfigurer son clavier, quoi, en gros. Reconfigurer son clavier, changer de langue et que ce soit réellement affiché sur ton PC. Et pour compenser le fait, parce que ce serait uniquement du tactile, pour compenser le fait de ne plus avoir la touche, tu aurais un petit retour haptique. Donc tu appuierais sur le truc et tu aurais quand même l'impression d'appuyer sur une touche. L'énorme avantage étant évidemment qu'il n'y a plus une seule pièce qui bouge, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de panne de ce côté-là non plus. Et il pourrait faire des laptops qui seraient beaucoup plus fins. Ceci dit, le retour haptique, c'est quand même un peu de mécanique. Enfin, de la micromécanique, mais c'est de la mécanique quand même. Oui, mais s'il tombe en panne, on s'en fout. Oui, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Ça ne l'empêche pas de fonctionner, tandis que si ta touche tombe en panne... Ah, si elle est coincée ou... Si elle est coincée, t'es couillonné. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas si Marc achète, personnellement, moi je trouve ça génial. Lui qui est adepte du clavier mécanique... Je pense pas. Il va avoir du mal quand même. Non, justement, parce que...
Pour Apple, pour ce que Apple ferait, alors on va attendre de voir s'ils en font quelque chose de concret avant de se décider de se jeter dessus, parce que l'implémentation peut être désastreuse ou génialissime. Par contre, moi, pendant que Sébastien présentait le sujet, ça m'a rappelé autre chose. Alors j'ai remis mon casque, mon piolet et tout, et je suis allé déterrer un truc de mars 2007 qui s'appelait le Optimus Maximus Keyboard. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc. Avec des studio de design russe qui s'appelait Art Lebedev et qui avait fait un prototype de clavier dont chaque touche était un petit écran OLED couleur avec un magnifique logiciel derrière qui permettait de réassigner les touches du clavier non seulement à des lettres mais également à des macros, à des combos logiciel par logiciel. Les raccourcis clavier, des choses comme ça. Exactement. Ce truc était juste génialissime. Ça a été vendu à très peu d'exemplaires. C'est une centaine à tout casser, je pense. Ça coûtait un brin. Ça coûtait 1500 € le clavier, je crois. Et ça reste un objet, mais magnifique. Moi, je rêve qu'un jour, parce qu'en plus, c'est un clavier mécanique. Et moi, je rêve qu'un jour, quelqu'un ressorte un truc comme ça, mais avec la modernisation des technologies aujourd'hui, on pourrait arriver à faire quelque chose de semblable à des prix beaucoup plus intéressants, en dessous des 400 ou 500 €. Là, c'est un accessoire pour lequel je craquerais direct. C'est vrai que ça peut, il y a plein d'utilités plausibles, on va dire, Sébastien. Oui, il faut voir le prix de ce qu'on sait faire aujourd'hui, parce que le LED en 2007 c'était effectivement un rein versus aujourd'hui, on t'en met quand même un peu à toutes les sauces. Des télés qui font la moitié de ton mur, donc il y a moyen... couleur en plus, si je me rappelle bien. Oui, c'était couleur, absolument. Oui, non, je me rappelle, c'était exceptionnel. Maintenant, de le faire aujourd'hui sur nos laptops versus utiliser les touches actuelles qui doivent juste imprimer. Faut voir la version, l'économie. Il y a une version qui existe actuellement parce que Art Lebedev ne s'est pas arrêté à ce concept-là. Il a décliné toute une gamme, dont la version la plus récente s'appelle le Popularis, et c'est un petit clavier compact qu'on pourrait bien voir sur un laptop. Alors apparemment, maintenant, il faut voir ce que ça implique au niveau coût fabrication, parce que le truc est quand même à effectivement 1300 € toujours, mais c'est une mécanique de laptop avec de nouveau un écran par touche. On vous mettra le lien, c'est assez sympa, c'est tout petit, ça pourrait tenir dans un laptop. Mais je reste juste... il y a une possibilité technologiquement qu'on puisse avoir ce genre de choses. Malheureusement, sous Windows, c'est pas gagné parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas un constructeur qui en même temps va pouvoir dire je sors tous les logiciels qui vont supporter ça et en même temps le clavier qui va le supporter. Tandis qu'Apple, de son côté, ils peuvent se permettre de dire avec la nouvelle release de macOS X, je te sors un nouveau clavier sur mon nouveau MacBook qui supporte des nouvelles touches qui changent en fonction du logiciel que moi-même j'ai créé sur mon truc. Ils ont un contrôle de bout en bout qui pourrait leur permettre de dire voilà, on a un écosystème qui d'un coup permet sur la suite sur une suite Office quand tu es dans ton document d'avoir ici le bouton tableur, le bouton machin, bien sûr. Sur le concept dont parlait Marc, le concept russe, on va l'appeler comme ça. Si je me rappelle bien, l'idée c'était d'ouvrir l'API à des tiers qui puissent eux programmer en fonction. Et donc il y avait plusieurs versions possibles, effectivement, de mise en place. Il y avait ça pour des jeux, par exemple. Je me rappelle la disposition des touches et que il y avait des types qui s'amusaient à écrire des petits scripts entre guillemets pour le pilote du clavier. Pour faire des macros. Pour faire des macros et plus ou moins intelligentes et plus ou moins esthétiques aussi, parce qu'il y avait un côté esthétique qui allait de pair. Donc tout ça, pourquoi pas c'est tout à fait. Enfin, moi je pense que c'est pas il n'y a pas une barrière de la marque. Je pense que le fait que Apple gère à la fois le software et le hardware ne rentre pas nécessairement en ligne de compte. Je pense pas. Je suis pas d'accord parce que tu dois avoir un écosystème cohérent pour le consommateur et ici tu pourrais avoir ça restera du chipo si c'est sur PC de toute façon. Voilà, sur PC c'est compliqué, tu vas avoir 200 logiciels qui vont pas le supporter alors que c'est des logiciels de base comme ton Office, comme ton Windows, comme ton Edge et compagnie, alors que là d'un coup sur macOS X il pourrait te dire ton navigateur, ton machin, tout ça est supporté. D'un autre côté il y a peut-être un standard à créer, un petit peu comme en musique on utilise le standard MIDI. Il pourrait très bien y avoir un standard clavier qui soit entre guillemets universel et qui permette
Ce serait peut-être une révolution à faire, parce que nos claviers n'ont pas bougé quand même depuis bien longtemps. Ouais. Enfin, si vous nous écoutez, vous avez compris que les claviers, ça revient souvent, on aime ça. On est des développeurs, on passe notre vie dessus, tu m'étonnes. C'est un petit peu l'interface homme-machine, c'est un peu le truc un petit peu indispensable, on va dire. Semblable. Allez, on reste chez Apple, toujours avec Marc, cette fois, pour parler de la nouvelle... d'une nouvelle Apple Watch qui serait présentée en juin, c'est ça ? Oui, avec des guillemets. Avec des gros guillemets, hein, effectivement, parce que bon, finalement, tout ça est parti d'une observation d'un monsieur qui s'appelle Brian White, qui est un analyste, comme il y en a beaucoup, et qui était en train d'inspecter les fournisseurs de composants, enfin les mouvements de stock des fournisseurs de composants technologiques en Chine, et il s'est dit, tiens, en mettant ça et ça et ça, et puis je crois ça avec ça, bon, Apple est probablement en train de faire une nouvelle Apple Watch, et elle sera probablement plus fine de 20 à 40%. D'accord. Pouf. Et le type qui fera le design aura une chemise rouge. Voilà. Et voilà. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement une annonce relative à l'Apple Watch, à la prochaine Apple Watch, au prochain Worldwide Developer Conference, qui se tiendra du 13 au 17 juin, si je me rappelle bien. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'Apple Watch a cannibalisé, entre guillemets, à peu près 50% du marché de la smartwatch. Et donc on attend forcément un successeur pour essayer de revitaliser un marché qui, il faut le dire, est un petit peu moribond. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se sont fendus d'une newsletter cette semaine, Apple, si vous êtes client Apple, qui vantait les mérites des nouveaux bracelets. Oui. Ça m'a fait grand plaisir de voir cette... Ça m'a fait rire. Là, on se dit qu'à un moment donné, il va falloir trouver. Le fond un peu, quoi. Voilà. Je fais une toute petite parenthèse parce que j'ai regardé pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Non, c'était avant-hier le film Steve Jobs, mais celui de 2015, pas le bon. pas la daube, le bon. Celui avec Fassbender. Ouais, qui bon, au-delà du fait que l'acteur ne ressemble absolument pas à Steve Jobs, mais c'est pas grave. C'est surtout le contexte. C'est 3 keynotes, les coulisses de 3 keynotes qui sont mises en évidence ou qui servent entre guillemets de contexte à faire passer un tas d'informations sur la vie de Steve Jobs. C'est la première keynote, celle du Macintosh, la bien connue. Hein. La seconde keynote, c'était la keynote Next, au moment où Steve n'était plus chez Apple. Et la troisième keynote, c'était la keynote iMac. De l'iMac. C'est ça. Hein. Avec en coulisses, tout ce qui peut se passer, etc. Et même beaucoup de références même à sa fille Lisa. Voilà, c'est intéressant. L'angle est très très différent d'un film très classique ou d'un biopic classique. Soyons clairs, c'est bon, voilà, il faut apprécier. Il y a des redondances, il y a des moments où on se perd un petit peu dans des flashbacks. C'est un petit peu compliqué à suivre de temps en temps, mais sinon c'est plutôt pas mal. Et je préfère de loin à celui-là. Je sais pas ce que tu en penses, Marc, à celui avec à l'Adobe avec Ashton Kutcher. Ouais, oui, qui pourtant lui ressemblait très très fort. Oui, mais ce type a un jeu d'acteur déjà tellement lamentable à la base que non, c'est pas possible. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais il y avait le jeu d'acteur et puis le scénario qui était raplapla. Le scénario qui tenait sur un timbre-poste. Non, j'ai effectivement regardé aussi le nouveau Jobs il y a 2-3 jours, enfin il y a un peu plus que ça, il y a une semaine, et j'ai trouvé ça pas mal, effectivement. Oui, alors, mis au part que bon, Michael Fassbender ne ressemble pas du tout à Steve Jobs. Encore que sur la fin, avec son pull rouge, avec son pull noir, c'était pas si mal que ça. Mais effectivement, le jeu d'acteur est là, et le type fait bien transparaître ce côté un peu sociopathe, un peu psychopathe qu'avait ce cher Steve. Oui, et puis il y a des référents. Hein. Enfin, on reparle dans ce film de gens qui ont entouré la carrière de Steve Jobs et qui. John Hoffman notamment. Voilà, Guy Kawasaki. Et puis sa relation qui était un peu plus ambiguë qu'on pourrait le croire avec Wozniak. Aussi, qui a quand même traité d'autiste à un moment donné. Oui. Enfin bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Si vous vous posiez la question de savoir si ce film en vaut la peine ou pas, bah voilà, vous avez notre petite opinion. C'est pas un podcast branché cinéma, hein, soyons clairs. Non, mais là, on pourrait de temps en temps ouvrir la porte à des critiques de films orientés IT. Oui, par exemple. Je regarde pas beaucoup, moi, personnellement, hein, soyons clairs. Non, ça m'arrive. Mais on pourrait, pourquoi pas, effectivement. Allez, on passe à la lettre C comme cinéma, tiens, justement. Ça, c'est très drôle. Seb, avec l'éthique du 360 degrés, de quoi s'agit-il ? Ah, de quoi s'agit-il ? Eh ben, je me suis tapé un article purement par hasard
sur l'utilisation du 360 degrés sur un site qui est Android Central, qui faisait une réflexion sur les nouveaux usages. Et pendant ce temps-là, j'utilisais pour la première fois mon appareil photo 360 degrés en voyage, parce que la semaine passée, j'étais au repos à Londres. Et donc, c'était très intéressant comme point de vue, et c'est exactement ce que j'avais constaté sur le terrain, c'est que tu sais facilement troubler les gens avec un appareil photo à 360 degrés. C'est-à-dire que, situation cocasse, des gens en rue qui ont certains accoutrements qui nous interpellent. Tu vois effectivement une personne qui s'arrête à côté de moi, qui en fait une photo. La personne, évidemment, est remarquée par les gens qui sont en train de photographier. À côté de ça, je sors mon appareil photo 360 degrés, je pointe un oiseau au paysage, je fais la photo, et j'ai exactement le même résultat, en qualité moindre, ok, d'accord, que cette personne qui voulait les photographier, parce que sans les pointer, je les ai aussi photographiés. Et donc, l'auteur de l'article essaye d'ouvrir tout un débat sur la problématique de cette photo à 360 degrés, parce que en rue ou dans des situations cocasses, critiques, ou pour certains, tu vas pouvoir faire une photo d'une personne sans qu'ils s'en rendent compte. Et c'est vrai qu'en faisant les photos, en se promenant en rue, les gens ne se rendent pas compte que c'est un appareil photo, et ça passe extrêmement discrètement. Dans la population. Oui, et puis même d'une façon plus primaire, je serais tenté de dire, c'est qu'on ne s'attend pas à avoir, quand quelqu'un est photographié, à voir en même temps la réaction de gens qui ne sont supposément pas dans le cadre, entre guillemets. C'est aussi quelque chose d'invasif, un peu, je trouve. Moi, j'aimerais pas qu'on voit ma tête au moment où je fais la photo de quelqu'un qui bêtement se casse la figure parce que... Oui, mais ça, c'est toi qui fais la photo, c'est toi qui le décide. Ouais. Ici, toute la problématique est vraiment que socialement, les gens ne connaissent pas encore ce genre d'outils, et alors que tu vas pointer à droite, tu es en train de faire une photo du mec à gauche qui est à poil en train de pisser, ou que sais-je, quoi. Tu vois, il y a une législation autour de ça. Je pense que tu ne peux pas photographier un mec en train de pisser. Quelqu'un il y a en tout cas, il me semble, une série de règles concernant la vie privée et la prise de photographie. Ça dépend aussi du contexte, si c'est un lieu public, une manifestation publique ou des choses comme ça. Mais ça demande effectivement. De faire la photo. Non, bien sûr, mais il y a différents cadres dans lesquels ça pose question, et d'autres où ça pose pas de question parce qu'il y a déjà une législation. C'est ça que je voulais dire. Mais peut-être qu'il va falloir élargir ces législations, justement. Mais je me suis rendu compte, en tout cas sur le terrain, que les gens ne réagissent pas à ce genre d'appareil. C'est ça, oui. Ouais, donc c'est vraiment assez intéressant. Là aussi, on a envie de dire à suivre, parce que c'est de plus en plus présent. On voit qu'il y a de plus en plus de modèles existants. Maintenant, on est sur des gammes de prix un peu plus élevées. Ça s'adresse à un public un petit peu plus... avec un peu plus de thunes, entre guillemets, de semi-professionnels. On avait déjà parlé ici de matériel. C'était quoi encore, le petit... C'était la Ricoh Theta. Ricoh Theta S, oui. Qui est un entrée de gamme, on va dire, par rapport, qui donne de très très beaux résultats. Mais extrêmement discret. Et très très discret. C'est à voir, à suivre, une fois de plus. C'est ce genre de technologie qui bouleverse un petit peu nos habitudes, c'est comme les drones et des choses comme ça. Voilà. On va rester à la lettre C comme cinéma pour parler d'une caméra dont on a déjà parlé, mais pas dans ce contexte-là, mon bon Marc. C'est la fameuse Lytro qui se jette dans le cinéma. Il faut vite rappeler ce que Lytro avait déjà proposé, si tu veux bien. Oui, alors Lytro, c'est donc une société qui avait un peu créé la révolution dans le domaine de la photographie il y a quelques années en proposant le premier appareil qui était capable de refaire la mise au point après la prise de vue. C'est un des derniers émois de notre ami Benoît. Oui, alors comment ça se passe? Simplement, l'appareil est capable non seulement de capturer une image, donc au départ de photons, au départ de rayons lumineux, mais il est également capable de projeter ce qu'on appelle un light field, c'est-à-dire un champ lumineux, un champ de lumière, un champ de rayons lumineux pour analyser la distance de chaque composante de la scène par rapport à l'objectif, et donc d'enregistrer
plusieurs couches, si on veut, d'images pour pouvoir refaire la mise au point. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est quelque chose d'assez compliqué qui demande des algorithmes assez puissants pour être manipulé. C'est pas du temps réel. Alors, Lytro avait sorti 2 appareils. Un premier qui se présentait un peu comme un espèce de tube carré. Que j'avais eu l'occasion d'avoir en main, qui était pas mal, mais on sentait plus le gadget qu'autre chose. Ils avaient sorti après la Lytro Camera, qui est un appareil plus de type réflexe, mais qui, à ma connaissance, n'a pas eu un succès monstrueux. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces appareils, pour la qualité d'image qu'ils offraient, malgré le petit plus de pouvoir ajuster la focale et la mise au point a posteriori, étaient très chers. Alors, de ce fait, Lytro s'est dit pourquoi ne pas bénéficier de notre technologie? Pourquoi ne pas mettre notre technologie au service d'un domaine où le prix, finalement, on en a un peu rien à battre? Et donc, ils se sont tournés vers le domaine des caméras pour le cinéma, et ils sortent la Lytro Cinéma, qui est, alors on peut le dire, rien de moins que la mort programmée de l'écran vert, du fond vert. Donc on rappelle aussi, quand on fait généralement une prise de vue dans un film qui a un minimum d'effets spéciaux, on filme les acteurs, ou même on fait ça en studio de télévision aussi, on filme les acteurs, les speakers, les invités, les personnes qui sont filmées devant un fond vert. Et après, on va venir réaliser une incrustation d'un décor, d'effets spéciaux. La translation et la cohérence entre les mouvements de caméra et les mouvements de ce qui est incrusté est en fait au niveau informatique. Alors, là où la Lytro intervient, c'est que par la technologie du Light Field, elle permet, lors d'une prise de vue, on parle ici de prise de vue mobile, vu qu'il s'agit d'images filmées, non plus photographiées, de réaliser un modèle 3D en temps réel, en projetant justement et en mesurant la distance exacte entre l'objectif de la caméra et chaque élément de la scène en mouvement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la bébête embarque une série d'optiques qui bouffe quand même du 755 mégapixels en RAW. Ça filme à 300 images secondes. Ça génère 400, attendez, je vais pas te dire de bêtises, c'était 400 ou 400 gigabits de data par seconde. C'est ça. Donc, ce qui veut dire, en fait, si je te suis bien, qu'on va pouvoir filmer quelqu'un avec cette fameuse caméra dans des conditions qui sont, par exemple, cette pièce là où je me trouve actuellement, et d'un point de vue purement software, changer son environnement. Faire comme si les murs qui sont pourtant de couleur chez moi, ou blanc ou noir, faire comme si c'était un écran vert, un green key. Quoi. Tout simplement parce qu'avec cette combinaison de modélisation 3D, qui n'est pas de la modélisation 3D à proprement dit, mais qui est de la capture 3D en temps réel, une sorte de capture 3D en temps réel, assimilée à l'enregistrement purement visuel, on va pouvoir délimiter dans le champ qui est dans l'espace qui est filmé une zone qui correspondra à la zone du personnage et effacer après de l'image résultante tout ce qui ne se trouve pas dans la distance, le champ, dans ce que le light field aura perçu à cet endroit-là. Et donc effectivement, c'est la mort programmée du fond vert, vu que celui-là ne sera plus nécessaire du tout. Alors évidemment, autre chose, ça permet ce que permettaient les Lytro premiers du nom, à savoir un changement de focale et un changement de mise au point en cours de visionnage, en cours d'édition, sans devoir re-shooter des scènes parce que un truc était flou, un truc n'était pas dans le cadre, etc. Donc, économie de temps, on s'en doute, par exemple, gain de qualité en termes de production. Juste une petite parenthèse, c'est que le principe même d'effacer ce qu'on a dans le fond sans que ce soit nécessairement un écran vert, il y a des petites applications pour smartphone qui font ça, qui fonctionnent, en fait, vous fixez l'arrière-plan sans que vous y soyez. On m'entend moins bien parce que je bouge en même temps. Mais en gros, l'appareil mémorise le fond, et puis quand vous vous mettez devant, par différenciation, il dit ce qui s'est rajouté est en plus, et on va soustraire entre guillemets le fond. Ça fonctionne plutôt mal. Oui, effectivement. C'est plus de l'ordre du gadget qu'autre chose. Mais c'est pour se familiariser avec le principe, ça peut être pas mal. Alors ici, effectivement, pour clôturer là-dessus, donc le set complet de Lytro Cinéma, donc en fait, consiste en une caméra, la fameuse caméra de 755 mégapixels, un rack ou plusieurs racks de serveurs pour traiter le signal, parce qu'évidemment, on s'imagine surtout pour stocker le signal, parce qu'on imagine avec 400 gigabits de data par seconde, il faut du répondant derrière, et alors effectivement, tout
tout le logiciel qui est fourni par Lytro aussi pour manipuler le fameux champ Lightfield. Ça reste quand même... Il n'y a aucune info de pricing, on s'en doute bien, et ce ne sera pas pour le monsieur tout le monde. C'est très très spécifique comme utilisation aussi. C'est pas tout un tournage qui aura nécessairement besoin de ce type de matériel. Non. C'est vraiment dans des conditions très particulières, mais rien que pour la démonstration technologique, ça vaut quand même le coup, quoi. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Je fais juste une petite parenthèse. La semaine prochaine, normalement, Benoît nous rejoindra. C'est notre monsieur photo à nous, monsieur déclencheur.be, qui nous rejoindra. Et à mon avis, on aura encore l'occasion de parler vidéo, etc. Parce que pour l'instant, se tient un gros salon aux États-Unis, c'est le NAB, dans lequel on présente en général toutes les grosses nouveautés. Alors, c'est pas grand public, c'est plutôt broadcast, c'est plutôt télévision, cinéma, etc. Mais là-dedans, de temps en temps, il y a des petites infos, des petites pépites qui peuvent intéresser le grand public, ne serait-ce que par simple curiosité, par exemple. Donc voilà, on y reviendra probablement, peut-être pas la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin à l'occasion, ce sera avec plaisir. On a fini avec la lettre C, on attaque la lettre F parce qu'il y a eu aussi un autre grand événement cette semaine, le F8, c'est le grand rendez-vous, le 8e grand rendez-vous de Facebook, le rendez-vous que fixe Mark Zuckerberg aux développeurs et à la planète entière, puisque Facebook touche tout le monde maintenant, c'est comme ça, ce que vous voulez. Sébastien, tu as un tout petit peu suivi ça du petit bout de la lorgnette, entre guillemets, il y a quand même des choses qui t'ont titillé, je vais dire, c'est cette histoire de bots, parce que ça, tout le monde en parle, c'est le truc qui énerve un tout petit peu tout le monde, ce sont ces robots sur Messenger, je résume très fort, mais tu vas rentrer dans plus de détails, je pense. Alors c'est ça, il y a plein d'autres trucs sur le F8, puisque c'est F8 mais c'est 8, oui. C'est américain. F8. F8. C'est pour quitter ça, non? Ouais, c'est possible. Il y a d'autres trucs sympas qui ont été annoncés, donc je vais revenir sur un ou deux points, et probablement que dans les prochaines semaines, on reviendra sur d'autres points, parce que ça va commencer à arriver, tout n'est pas encore actif pour tout le monde. Mais effectivement, les deux points que je voudrais revenir aujourd'hui dessus, le premier étant les bots. Qu'est-ce que c'est un bot? Alors en fait, quand tu vas lire un petit peu, le principe ici étant de pouvoir connecter ton Messenger avec des services tiers pour que ton service tiers, un e-commerce, ta compagnie aérienne ou que sais-je, puisse dialoguer avec toi sur Messenger. En utilisant la technologie de Facebook pour automatiser ça. Bon, alors automatiser ça de manière naturelle, c'est vrai que dans le jargon qui est compris, c'est surtout pour Facebook essayer de comprendre pour être un assistant entre gros guillemets, mais le but est surtout de pouvoir pour les sociétés, parce que l'usage ça devrait arriver comme ça, de pouvoir t'envoyer des messages. Parce qu'aujourd'hui, pour une société, envoyer des messages directs à un consommateur, un citoyen, un utilisateur de Facebook, c'est pas possible, ça arrive directement dans une boîte qui ne sert à rien. Par contre, via Messenger, Facebook ouvre un peu sa boîte de Pandore en se disant je vais ouvrir ma plateforme aux sociétés pour pouvoir dialoguer et recevoir ces messages d'un e-commerce parce que tu es en train de te promener sur Amazon et que tu sais pas ce que tu vas acheter ou tu as besoin d'une info ou que sais-je. Alors ça, c'est gracieux, c'est gentil, on est amis entre Facebook et toutes les sociétés, sauf que à partir du moment où tu as initié une conversation avec un bot, eh bien, quelques temps après, Facebook va autoriser ce bot à te recontacter pour te reproposer autre chose en disant « Tiens, au fait, tu étais venu voir tel article sur mon webshop, maintenant j'en ai un autre en promotion, ça t'intéresse pas ?» Se rappeler à notre bon souvenir, comme on dit. Voilà. Et ça, évidemment, sera payant pour tous les bots pour Facebook, parce qu'ils disent « Comme ça, on va éviter le spam. » Alors, moi, je m'offusque un peu, non pas du fait que on va encore avoir de la pub sur Facebook, parce que, oui, les gars, ils doivent bien gagner leur vie, je m'offusque un peu du principe parce que que malheureusement tout le monde va suivre parce que tout est lié à une seule société et j'en avais déjà parlé il y a quelques podcasts. Moi ça me fait peur vis-à-vis d'autres moyens de communication comme l'email, parce que l'email est un truc ouvert et si demain Facebook ferme, je peux toujours t'envoyer un email, tu vas toujours le recevoir. Si demain Facebook ferme, tu ne pourrais plus t'envoyer un message sur Messenger, je ne pourrais plus voir que tu as mangé Bob l'éponge hier soir, et je ne pourrais plus voir, tu vois. Donc, et au fur et à mesure, on est en train de consolider beaucoup de choses sur une seule société.
C'est ce qu'ils cherchent aussi, hein, quand on lit un petit peu entre les lettres et qu'on réécoute sa keynote, venez mettre votre contenu chez nous. Hein, et en même temps, ils annonçaient un autre service qui était pour toute l'authentification, pour que tout service tiers puisse s'authentifier grâce à Facebook, ce qui était déjà fait, mais maintenant c'est sans password, c'est simplifié, c'est machin, tout le bazar. Moi, d'un point de vue IT, ça me fait peur parce que c'est une seule société, une seule équipe informatique, et on doit tous faire confiance à une seule société pour garder ces données en sécurité, pour que ce service ne soit pas interrompu, etc., etc., etc. Et donc, moi, ça me pose beaucoup de questions, mais je pense qu'on n'aura pas tellement le choix que d'y passer. Mais voilà. Et pour rappel, il y a une société qui, il y a 20 ans, a essayé, je pense, fin 90, début 2000, a essayé de lancer un système qui permettait de faire une authentification pour tout le monde sur le web. Ils ont pris une tellement grosse branlée médiatiquement que le truc n'a jamais fonctionné, personne n'a jamais suivi. Et cette société, c'était, si tu t'en rappelles, Microsoft, avec le passeport. Oui. Et tout ce que d'autres ont voulu faire et qui a été décrié à l'époque est en train de se passer. Il y en a un autre qui avait fait quelque chose du genre. Tu vois, ça se passe en douceur et tout le monde suit. Oui, il y en avait un autre qui avait fait quelque chose du genre, c'était OpenID, qui est un peu mort aussi. Oui. Mais OpenID, tu vois, tout le monde pouvait couper son serveur, c'est un système qui est décentralisé. OpenID n'est pas un problème. Oui. Facebook, pour moi, est trop central, donc voilà, ça me fait peur. Google aujourd'hui est quand même utilisé comme ton compte Google est quand même utilisé comme token d'identification dans énormément de sites, dans énormément de services. Mais c'est pratique. Facebook aussi. Oui, c'est ça. C'est super pratique. Mais si Google ferme demain, mon téléphone marche plus. Il y a plein de trucs sur mon PC qui marchent plus. Et j'ai plus de calendrier. Et je suis dans la merde. C'est pas faux. Puis cette centralisation aussi de l'info. Enfin, venez mettre votre contenu chez nous. Alors, on pourrait parler 2 secondes des lives aussi. On l'avait expérimenté la semaine dernière, rappelez-vous, avec le smartphone, ce que tout le monde peut faire quand il a une page Facebook. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, là, il s'adresse plus aux broadcasters, entre guillemets, c'est de pouvoir envoyer des programmes de télévision dans le flux, à condition d'avoir une page reconnue, etc. Enfin, c'est une petite procédure, mais qui n'est pas très, très compliquée à mettre en place, et qui permet de streamer du contenu comme on le ferait sur un autre service de streaming. Hein. Mais là, c'est dans Facebook. Et donc, du coup, on est chez les gens, parce que Facebook, c'est un peu chez les gens maintenant. Donc, c'est une étape de moins que de passer par un service tiers comme YouTube ou enfin j'ai plus le nom qui me vient donc ça en tête, mais Dailymotion par exemple, etc. Et donc forcément ça pose des questions de savoir ce contenu en tant que fournisseur de contenu, comme nous par exemple, est-ce que demain on va streamer sur Facebook et s'inféoder entre guillemets à Facebook alors qu'on essaye d'être un petit peu partout, un peu sur iTunes, un peu sur YouTube, voilà. Donc ce sont des questions. Il faut vraiment, effectivement, tu as raison Sébastien, il faut y réfléchir, quoi. Oui, il faut y réfléchir, et au final, si tu enlèves le fait d'un assistant qui essaye de reconnaître ce que tu veux, blablabla, de la part de Facebook, pour les sociétés, on ne parle juste que d'un échange de messages qui s'apparente à un SMS avec un petit peu plus d'interactivité possible. On peut t'envoyer une petite image, un petit son, un petit machin. C'est très sympathique, mais voilà, c'est pas une révolution. Non, ce sont des bots qui s'écrivent manifestement sur un coin de table parce que dans la foulée, se sont ouverts plusieurs sites référençant les bots. C'est assez particulier. C'est donc tu vas pouvoir t'abonner à des bots via des plateformes indépendantes. C'est assez particulier quand même. Marc? Oui, moi je voudrais quand même juste mentionner un petit truc, c'est que dans sa keynote, Zuckerberg a quand même lourdement insisté sur toute la technologie, sur toute l'intelligence artificielle, qui permet de vraiment contextualiser le dialogue avec chaque personne, qui permet de rendre l'expérience la plus transparente possible, la plus humaine possible. Je vais surprendre personne en disant que la dernière expérience d'un bot intelligent, c'était un peu une cata, non? Quand vous avez un bot qui, au bout de 10 minutes, commence à vous traiter de nazi. Oui, l'expérience récente. Voilà, Microsoft, on en a parlé la fois passée, c'était une catastrophe absolue. Le truc a été coupé 2 fois d'urgence tellement il partait en vrille. Donc voilà, j'espère que les routines seront plus évoluées. Et ici, on parle de bots qui sont quand même très, très, très primaires. Hein, je veux dire, c'est pas encore de l'intelligence artificielle dont il est question. On est plus. Il a insisté
qu'il y avait pas mal d'intelligence artificielle derrière. Il ouvre la porte, bien sûr, mais on est plus, là, à l'heure actuelle, d'après ce que j'ai pu voir, on est plus de l'ordre du bot qu'on pouvait retrouver sur l'IRC, quoi. Une réaction à un terme ou des choses comme ça, quoi. Avec des triggers, mais faut essayer de réfléchir d'un point de vue technique ce qu'il y a derrière. Si tu prends le bot de Microsoft, il s'est nourri d'énormément de données. Oui. Si tu prends ce que pourrait faire Google, ce que fait Siri, etc., ils ont énormément de données qui vont énormément de sources d'informations qui te renvoient. Alors si tu fais un assistant comme Cortana, là, c'est la même chose, ils ont tout ça. Le problème ici, c'est qu'ils veulent lier ça à des sociétés. Oui. Et si tu prends un DHL, un DHL ou UPS ou que sais-je, Chronopost, je prends juste un exemple, DHL, ce qui va t'intéresser de la part de DHL, c'est que DHL t'envoie sur Messenger t'as la notification que ton colis est en route ou qu'il vient de se faire écraser par un camion. Et donc tu veux cette notification. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, ça s'appelle juste une notification. Oui, c'est ça. Donc c'est une plateforme de notification. Ouais. Et Facebook ne collecte pas ces informations. Ça reste des sociétés tierces qui possèdent toutes leurs bases de données sur lesquelles ils peuvent essayer de trouver des interconnexions vers des gens qui ont Messenger pour leur balancer l'information au moment où ça les intéresse. Ouais. Mais pour moi, ça reste pas très intelligent, comme tu le disais, c'est des notifications. Oui, c'est ça, il y a des déclencheurs, quoi. Voilà. Ouais. Comme IRC, comme sur l'IRC à une époque où on arrivait à faire des choses. Moi, j'en ai vu qui ont discuté avec des bots pendant toute une soirée. Elisa, et ça existait sur BBS à l'époque, dans les années 90. Et c'était, tu regardais, tu connectais ça t'avais à chaque fois un chat avec le sysop qui était derrière. J'en avais un il y a très 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 longtemps. Et tu mettais ce truc sur le chat quand t'avais pas envie et tu regardais le monsieur qui racontait sa vie à ton bot. C'était assez mortel. Voilà, pour cette petite page émotion, souvenir. Qui nous remonte de temps en temps comme ça. Ouais, genre 1996. Oui, un truc dans ce genre-là. C'est pas loin. 20 ans. Merci de me le rappeler. Ça en vieux tout d'un coup. On est toujours à la lettre F, toujours comme Facebook, et c'est toujours chez Sep, mais pour le coup, pour parler d'autre chose, c'est Dropbox qui commence une histoire d'amour avec Facebook de ce côté-là aussi. Ouais, alors ce sera beaucoup plus rapide, mais c'est le premier service de stockage de données qui s'allie avec Facebook pour pouvoir partager des fichiers au travers de Messenger. Donc c'est vraiment le cheval de bataille de Facebook. Pour le moment, c'est son petit Messenger. Et donc le but étant simplement que quand tu es dans Messenger, de pouvoir aller chercher une photo sur ta Dropbox et que elle s'affiche dans ton Messenger ou une vidéo ou que sais-je, mais que ça ne quitte pas ta Dropbox pour ne pas aller encombrer les serveurs de Facebook. Donc voilà, c'est un peu le principe. Ce sera plus facile d'échanger tes petits fichiers avec tes petits amis quand tu as Dropbox et Facebook. C'était pas mal, non? Bon, c'est une bonne idée. Mais ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est pas mal. Allez, on attaque avec la lettre G, marque Google, évidemment. Google qui envisage d'utiliser le langage Swift d'Apple. Oui, on va faire ça vite, on va commencer à l'accélérer un peu parce que notre copain Cobignol, là, à ce rythme-là, il a le temps de défricher un champ de patates entier, quoi. Alors, Swift. Alors, pour rappel, Swift est un langage qui a été introduit par Apple il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Il avait été présenté en 2014, si ma mémoire est bonne. C'est un langage de programmation qui était d'abord censé complémenter Objective-C et puis après prendre de plus en plus le relais dessus et qui a été mis en open source sous la licence Apache. Et donc en fait, Google se dit que ce serait pas une mauvaise idée d'utiliser un langage commun à toutes les plateformes mobiles, vu que de plus en plus de développeurs voudraient avoir un truc qui remplace Java et qui permet de développer à partir d'un trunk commun une application pour iOS, pour Android, pour Windows, pour OS X, pour Windows Phone, etc. Ouais. Et donc ça a du sens, surtout que d'autres sociétés se sont mis dans tête d'utiliser ce langage dans leur technologie, comme par exemple Facebook. On en parlait à l'instant, Facebook, aussi Uber. Voilà. Par exemple, Donc voilà, affaire à suivre, mais c'est pas quelque chose qui va se faire d'un claquement de doigts, bien sûr. Passer d'un langage à un autre pour ce développement, ça implique, il faut prototyper pas mal de choses, il faut réécrire des librairies, il faut réécrire des frameworks. Donc ça peut aller de quelques mois, ça peut aller jusqu'à quelques années, mais l'initiative est assez intéressante.
et le bruit vient de plusieurs côtés. Donc c'est quelque chose qui est relativement plausible. Ok. Seb avait un truc à rajouter à ce sujet. Ouais, personnellement, il y a déjà des trucs qui existent. Hein. Il y a des boîtes externes qui font ça, comme simplement Embarcadero. Voilà, je ne pouvais pas ne pas le citer. Chaque fois qu'il en a, l'occasion est tellement rare que je lui laisse faire. Merci, Embarcadero, et il te permet de le faire en Pascal ou même en C++, et ça fonctionne sur toutes les plateformes, sur Windows, sur macOS X, sur Android, sur machin, tout le bazar. Et c'est pas un truc interprété, ça te sort du bytecode qui va en LLVM et qui doit te faire après ton truc natif. Donc c'est exactement la même technologie qui est utilisée comme Objective-C ou comme Java maintenant. Donc manger du Embarcadero, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, non, mais voilà, on réinvente la roue tout le temps en tant que développeur. T'as des BD qui expliquaient ça très bien, les Français de Comic Comic Strip. Qui en avait un il n'y a pas tellement longtemps, qui te montrait à chaque case un nouveau framework, c'est plus ou moins la même chose, quoi. Oui, c'est ça. Ici, on peut se poser la question de savoir aussi s'il n'y a pas un petit côté lobby de la part d'Apple de placer son langage à gauche, à droite, non? Ou pas? Alors, je pense pas que ce soit du lobbyisme, vu que le truc a été rendu open source, donc c'est qu'ils ont clairement la volonté de le disséminer et de le mettre à disposition. Je parlais pas d'un lobbying commercial, hein, je parlais juste d'une volonté de peut-être diffuser plus son langage d'une manière ou d'une autre. Voilà, je sais pas. Ça existe, ça, quand même, des petites influences comme ça pour se faire plaisir plus qu'autre chose? Sur un langage, j'y crois pas trop. Non, pas non plus. Surtout que les vrais développeurs hardcore vont continuer à faire ça en bytecode. Nous, on y va. En bytecode, exemple. Il y a des gens qui vont continuer à ne jurer que par Java, donc chacun sa sauce, chacun son chemin, chacun son langage. Voilà, exactement. On commence à chanter, c'est qu'il est temps d'avancer, effectivement, avec toujours la lettre G. Cette fois, c'est Sébastien qui nous parle de ce fameux Google Calendar qui a 10 ans. J'ai 10 ans. On continue en chanson, ça part mal, je vous le dis. Et donc, il a 10 ans. Mais franchement, je pensais pas que c'était si vieux que ça. C'est fou. J'utilise quasi depuis le début. Et putain, on a pris 10 ans. Oui, on a pris 10 ans. On avait pris 20 ans il y a quelques minutes. Hein. Donc là... Oui, non, mais quand même, quoi. 10 ans. 10 ans, quoi. Et donc, pour fêter ça, ils ont décidé qu'on devenait un petit peu vieux et qu'il était temps que nous tous autour de la table, on fasse un peu de sport. Oui. Tu vois, ils commencent à penser à leur public âgé. Et ils se sont dit, oui, mais t'es quand même un agenda assez encombré. Et donc, t'arrives jamais à faire ton sport ou jamais à te décider, ce qui est pas faux. Et donc il se dit, donc maintenant tu vas pouvoir rajouter des goals. et donc pas pour aller faire du foot, les objectifs. Ouais. Et donc dès que tu as mis ton objectif de dire je veux faire 3 heures de sport par jour, tu dis demain je vais faire 1 heure, après-demain 1 heure, et puis fin de semaine 1 heure, et puis le lendemain il dit quoi, tu l'as fait ton heure de sport? Non, je sais pas, voilà. Et il dit c'est pas grave. Piscine. Ouais, c'est pas grave, je vais m'arranger dans tes rendez-vous pour pouvoir te retaper ton heure un petit peu plus tard. Mais tu vas pas y échapper. Oui, c'est ça, il décale dans le temps les rendez-vous, quoi. Voilà, et donc c'est un peu le principe du truc. Il essaye d'apprendre sur comment tu organises ton temps pour pouvoir te retaper ta gym ou autre chose dans tes objectifs. Dans la nuit du dimanche au lundi, entre 2h et 2h45 du matin, tu fous rien. Tu irais pas faire un petit jogging, feignasse? C'est un peu ça, quoi. Si vous regardez la vidéo du truc, il va pas venir vous caler ça dans... faut être raisonnable, les mecs. En plus, c'est pas que du sport, ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai vu passer des exemples où ça peut être prendre du temps pour soi, prendre 1 heure pour lire, tout bêtement. Oui, par exemple. Pour aller faire du vélo. C'est quand même le sport. Par exemple. Mais ça, j'ai pas besoin de... Voilà. Bon, écoute, c'est une petite nouveauté. Après 10 ans, c'est qu'il vit toujours. À préciser que c'est disponible, à ma connaissance, uniquement dans l'application. D'accord. Google Agenda. C'est pas disponible encore dans le calendar. Ok. Donc, qui est toujours aussi moche depuis 10 ans, mais efficace. Heureusement, Sunrise existe toujours. On reste chez Sébastien, toujours pour parler de Google. Avec un quoi? Mobile Guidon. Ah, d'accord, ok. Parce que l'écran est un peu loin chez moi ici, donc c'est pour ça que ça me paraissait un peu bizarre. De nouvelles lunettes. Oui, ça va être utile un jour, effectivement. Merci de me rappeler. On prend un coup de vieux dans ce numéro 76, c'est pas possible, quoi.
Ça va cesser à un moment donné. Sébastien, de quoi s'agit-il ? Alors, le mobile guedon, c'est un truc qui s'est passé il y a déjà quelques mois et qui, parce que Google a décidé que tous les sites qui n'étaient pas mobiles, ils allaient prendre un coup dans la gueule quand tu faisais une recherche mobile. Donc, ils sont déclassés. Et donc, Google s'est rendu compte que, à cause de mobile guedon, que lui-même a causé, qu'est-ce qu'il a... elle est bonne, notre image. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dégradé comme site ? C'est pas les sites des grosses sociétés, c'est tous les sites des petites PME, des gars qui n'ont pas le temps, ni la capacité, ni qui savent même pas ce que c'est parfois qu'un site responsif. Et donc, ils ont envoyé à l'époque des mails à tous les webmasters qu'ils connaissaient pour dire ton site, il va te déclasser, tant pis pour toi. Ils ont pris en moyenne tous les sites PME 12% de trafic en moins. Donc, c'est quand même pas ridicule. Hein. Et bien, maintenant, ils se disent que finalement, juste envoyer un mail pour dire aux gars ton site il est moisi en mobile, c'est peut-être pas suffisant, et donc ils vont commencer à proposer des outils. C'est pas encore pour maintenant, on en parle pour Google I.O. en mai et probablement disponible un peu plus tard. Donc ils vont proposer des outils pour pouvoir te dire un petit peu pourquoi ils pensent que ton site est moisi. D'accord. Ils vont pas corriger ton site, peut-être que ça sera pour l'année prochaine. C'est un espèce d'audit, quoi. Oui, mais ils vont dire pourquoi ils le rétrogradent et qu'est-ce qui déconne, pourquoi il n'est pas user-friendly en mobile. D'accord. Donc voilà, peut-être qu'on aura un petit peu de chance, mais c'est surtout orienté PME, hein, donc pour tous ceux qui sont pris un gros coup des rankings dans la gueule. Donc un site responsible. Oui. Responsive. Qui s'adapte donc à la largeur du device, de l'écran du device sur lequel vous êtes, que du smartphone à l'écran normal, en passant par la tablette, bien sûr. On en a fini avec la lettre G. On attaque directement parce qu'il faut un petit coup de booster à attaquer la lettre P comme photo. On avait déjà un petit peu parlé cinéma là tantôt, mais ici c'est de la photo avec IKEA Click. C'est l'appareil photo à usage unique. C'est sa marque. C'est une application photo qui a été lancée par IKEA en Belgique. C'est dans le cadre d'une initiative où en fait IKEA a chaque année une collection d'art qui est publiée ou qui est affichée dans les points de vente. Et dans ce cadre, ils ont développé donc une application qui va permettre de prendre une photo. Super. Pas deux, pas trois, une. Et donc en fait pourquoi ? Parce que IKEA s'est fait la réflexion qu'aujourd'hui, le photographe, qu'il soit amateur et qu'il soit professionnel, avec l'image numérique comme outil, est capable de prendre des dizaines, des centaines de clichés avant de trouver la bonne photo. Et donc ici, c'est un one-shot. C'est un one-shot, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de composition imposée, chacun prend les photos qu'il veut, mais on a une photo. C'est un petit peu comme l'argentique, quoi. C'est une seule. C'est comme si vous y avez une pellicule à une pose. C'est tout. Et donc, en gros, la collection sera composée à partir des plus belles œuvres qui auront été prises par cet appareil, par cette application. Seule condition, les personnes doivent résider en Belgique. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu comme un appareil. L'initiative est pas mal et je trouve ça sympa. Comme il y avait dans le temps les appareils photo jetables, ici c'est un appareil photo jetable avec une seule pose dedans, il faut pas se la louper, quoi. Oui, il faut pas jeter ton smartphone après avoir pris la photo non plus. J'ai vu, pour parler d'IKEA, c'est pas de la pub, hein, c'est juste parce que je trouve ça comique, c'est pas très technologique non plus, quoique, c'est qu'ils ont fait une publicité pour expliquer qu'ils proposaient un service de montage à domicile. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut poser des problèmes dans certains couples, par exemple. Monter une armoire IKEA ensemble, si vous voulez prouver votre mariage au tout début, c'est peut-être l'idéal, finalement, IKEA. Et donc, ils ont cette possibilité du montage d'armoires, et les affiches sont complètement comme s'ils avaient collé les morceaux au mauvais endroit. Vous voyez, les affiches publicitaires. Et donc, la pub est complètement déstructurée. Mais on comprend que c'est pour faire du montage. Mais voilà. C'était juste comme ça pour une petite parenthèse par rapport à cette publicité que je trouvais rigolote. Mais heureusement qu'on est en retard et qu'on doit presser. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est moi qui traîne. S comme Spotify, Seb. Voilà. Merci. Salaud. Donc Spotify qui menace de quitter la Suède. Oui, alors c'est une gentille menace, mais le monsieur de Spotify a décidé apparemment de nous faire un petit peu de politique. Hein. Ah, en plus. C'est un peu ça, parce que un des cofondateurs de Suède dit que... de Spotify.
de Spotify a commencé à critiquer le système suédois en disant que il y a des problèmes en Suède au niveau de l'éducation, au niveau des marchés financiers et surtout au niveau des habitations. Et donc, si les gens ne savent pas trouver des maisons à un prix démocratique, qui ne savent pas être éduqués pour devenir des développeurs et que machin, tout ça, tout bazar, nous, on n'aura pas des bons gars pour travailler chez nous. Allez, ici, c'est comme ça, on met tout dans notre petite valise et on se barre aux États-Unis. Donc voilà, ça a fait un petit peu tache d'huile sur la toile, parce que c'est vrai que ça arrive souvent, des startups critiquent les systèmes en Europe versus les États-Unis. Je pense qu'ici c'est quand même un peu dur vis-à-vis de la Suède parce que c'est pas non plus le plus mauvais des élèves en Europe, et que l'Europe essaye surtout de faire ces dernières années énormément d'efforts pour ces startups. Il y a 10 ans, t'avais aucune chance d'avoir un BAL. Maintenant, tu as quand même pas mal de trucs qui existent. On n'en est pas au niveau du capital risque. Comme on en trouve au niveau des États-Unis. Mais au-delà de ça, même sur la thématique des formations et des mises... on n'est pas mauvais. Voilà. Moi, je regardais encore il n'y a pas tellement longtemps en France, il y a des écoles qui se montent avec des gens qui ne sont pas diplômés au départ et qui peuvent tout d'un coup se trouver une vocation pour faire du code et s'en sortent plutôt pas mal. Voilà, donc il y a des opportunités qui sont en train de se créer de plus en plus. Bon, la Suède, je ne connais pas bien le cadre, mais effectivement, si ça peut faire bouger les choses dans le bon sens, ça fait parler, quoi. Oui, ça fait parler, ça fait un peu de pub aussi, mais juste que lui n'oublie pas non plus, c'est qu'on souligne toujours que les États-Unis, c'est génial pour toutes les startups. Ça l'est, mais par rapport à la taille des États-Unis, c'est dans certains coins très particuliers que là, vous allez pouvoir trouver vos financements parce qu'ils sont tous dans une petite vallée. Et si vous allez vous retrouver en plein milieu des États-Unis, vous pouvez gratter de la terre et c'est tout ce que vous aurez, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que les États-Unis, à certains endroits, c'est génial. L'Europe, c'est quand même pas si mal non plus, même si... c'est pas les mêmes budgets non plus, c'est pas les mêmes levées de fonds, ça s'adresse peut-être pas nécessairement au même public. Ça s'adresse pas au même marché, ça s'adresse pas non plus aux mêmes startups. Donc si tu veux faire un réseau social, aujourd'hui, c'est probablement pas en Europe que tu vas le faire financer. On a tendance à dire que le B2C, c'est bien, les États-Unis, c'est parfait, le B2B, en Europe, ça peut le faire, quoi. Oui, voilà. C'est un peu ça, très schématique. Même en B2C, il y a moyen de faire des trucs en Europe, mais on est moins sur une construction de quelque chose pour pouvoir, le jour où tu as une énorme société et un énorme marché, faire de l'argent. En Europe, on est plus terre à terre. Tu fais une société, c'est pour faire de l'argent. Oui, c'est vrai. Enfin, mais c'est plus logique, quoi. Oui, c'est ça. Tandis que Twitter, aujourd'hui, voilà, tu vois, tu as un monstre, tout le monde dépend de Twitter, enfin, tout le monde. Et peut-être que demain il doit fermer parce qu'il a plus un bal, quoi. C'est une question de philosophie et de culture, c'est qu'on n'a pas chez nous l'habitude de vivre à crédit. Par exemple. Voilà. On accélère encore un petit coup. Vous va y arriver, vous inquiétez pas. On est à la lettre S toujours. S comme start-up, puisqu'on en parlait justement. Apparemment, il y aurait trop de licornes chez les start-up, Marc. Ouais, exact. Alors, petit rappel, c'est quoi une licorne ? Une licorne, c'est une société, start-up en l'occurrence, non cotée en bourse, mais dont la valorisation dépasse le milliard. C'est ça. De dollars. Et donc, ces derniers temps, la valorisation de nombreuses startups ont commencé à atteindre des niveaux assez stratosphériques. Quelques chiffres par hasard. Spotify, 8 milliards. Dropbox, 10 milliards. SpaceX, 12 milliards. Snapchat, 16 milliards. Uber, 62 milliards, ça commence à faire beaucoup. Oui. Et donc, il y a des gens aussi anodins que Mary Jo White, qui est la grande patronne de la SEC, donc l'autorité financière américaine, qui commence à se poser des questions sérieuses sur est-ce que c'est pas en train d'annoncer encore de nouveau une grosse bulle, qui va se rajouter à toutes les bulles qui sont en train de péter pour le moment. Et un petit indice qui pourrait donner à cette brave dame tout à fait raison, c'est que la valorisation est de plus en plus apparemment liée au prestige. D'accord. Donc c'est une donnée qui est totalement empirique, totalement sans aucune mesure scientifique, sans aucune mesure économique, et pour preuve, elle s'appuie sur un article où une négociatrice en
investissement, capital personnel, etc., expliquait lorsqu'elle négociait avec la direction d'une de ces licornes que la direction en question lui disait « Mais non, moi je valorise mon entreprise à 3 milliards, pas moins. Ouais. Parce que si je dis que je vaux 3 milliards, j'attire aucun investisseur, j'attire aucun ingénieur, personne va venir vouloir bosser pour moi. Donc je dis que je vaux 3 milliards, même si c'est pas vrai, je m'en fous. Je dis que je vaux 3 milliards. Bah non, voilà. On a peur de rien. Hein. On vous met des licornes dans le podcast. Voilà. Absolument. Voilà. Donc pour l'instant, cette stratégie semble tenir bon. Combien de temps ? C'est en tout cas suffisamment que pour inquiéter des gens du gabarit de la présidente de la SEC. Par exemple. Allez, on attaque la lettre W, Marc. Je reste un peu chez toi parce que c'est essentiellement toi aujourd'hui qui t'occupe de la rubrique What the fuck. Ce sont deux petits What the fuck. Le premier, c'est où il est question de surveillance et de surveiller vos salariés pendant la nuit. Ouais. Une boîte qui s'appelle Aetna, une boîte d'assurance américaine qui, sous couvert d'optimiser le bien-être de ses employés en leur recommandant de dormir suffisamment et d'avoir une vie saine, a proposé à ses employés de se porter un Fitbit, de remonter toutes les données du Fitbit dans l'entreprise, où elles seront contrôlées par l'entreprise, et que, en échange, s'ils peuvent prouver qu'ils enchaînent bien 20 nuits d'au moins 7 heures sur un mois, ils offrent $25 de gratification par nuit. Enfin. Alors ça a l'air tout mignon comme ça, mais dans les faits, c'est une porte ouverte monstrueuse au flicage complet de ses employés. Alors évidemment, ça a fait scandale, on s'en doute, mais le nombre de personnes qui étaient prêtes à signer pour avoir leur Fitbit et éventuellement leur $25 par nuit, bon, c'est plafonné à $500 par an, était quand même assez conséquent. Ouais. Donc encore une fois, qu'est-ce que les gens sont prêts à donner pour avoir un peu de fric en retour? Oui, autant le côté amoral du côté de l'entreprise qui veut fliquer tout le monde de manière perpétuelle, autant de l'autre côté les employés qui sont là après à vendre père et mère uniquement pour avoir un petit trawet sur le chèque à la fin du mois. Si on pouvait avoir la certitude que c'était pour la bonne santé des employés, on pourrait encore imaginer que c'est vertueux, mais là, c'est même pas le cas. Donc voilà. Quid, par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir. Moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Seb, à côté, lui, il n'a pas besoin de sommeil, lui. Mais c'est ça se voit sur mon visage. Je n'en ai pas besoin. Pourtant, il y a pas besoin de bracelet Fitbit, alors il suffit d'avoir une photo. Et donc voilà, simplement, c'est une discrimination des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir et qui seront pénalisées parce qu'elles n'auront pas le 7 heures de sommeil, et les gros dormeurs, eux, à qui il faut 8-10 heures par jour pour... Et si on a des voisins emmerdants qui vous réveillent la nuit, par exemple. Enfin bon, allez, un petit dernier pour la route, parce que ça nous fait plaisir. Tu vas nous parler encore quelques instants d'une application à 1,4 million de dollars, une application qui pourtant ne fait rien. Alors, si elle fait, il faut quand même... Bon, j'ai un peu grossi le trait, elle fait. Elle affiche de manière aléatoire une flèche sur l'écran d'une tablette qui pointe à gauche ou à droite. D'accord. En fait, le truc a été commandé dans le cadre d'un contrat entre IBM et la TSA, qui est la Transport Security Administration, l'équivalent de Belgocontrol chez nous, on va dire. Voilà, c'est l'administration d'aviation civile. Et dans ce cadre, IBM a développé, alors le cadre du contrat global, c'était 1,4 million de dollars, mais on n'a pas le détail. On ne sait pas ce qui était dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que le produit de ce contrat s'est matérialisé sous la forme d'une application que les douaniers à l'entrée des aéroports tiennent et présentent aux différentes personnes qui arrivent, et chaque fois qu'il y a une personne qui passe, la brave dame, on le voit sur une vidéo, elle tape l'écran et l'application affiche une flèche à droite ou bien à gauche, et c'est aléatoire. Et selon la flèche, la dame dit à la personne qui est en face, tu vas dans cette file ou tu vas dans l'autre. Alors, 1,4 million de dollars, on se doute qu'il y avait quand même autre chose derrière. C'est la caricature. Il y a des gens qui sont amusés à aller creuser un petit peu dans le détail des contrats, aussi opaques soient-ils. Ils estiment qu'une grosse partie a consisté à livrer des iPads pour pouvoir afficher les flèches quand même, mais que le développement de l'application a quand même coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. Et là où c'est marrant, c'est qu'il y a un type qui s'est amusé à refaire l'application, ça lui a pris 10 minutes. Et donc voilà, c'est les 300 ou 400 000 dollars que l'application aurait réellement coûté les mieux facturés au monde.
C'est incroyable, très honnêtement. Ça me faisait un tout petit peu penser à... Maintenant, c'est dans les grandes surfaces, dans certaines grandes surfaces, il y a la file unique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et donc, au bout de la file unique, il y a un écran qui affiche à quelle caisse, quel numéro de caisse vous allez aller. Mais il y a quand même quelqu'un en dessous du panneau pour regarder le panneau et vous dire... La 5, monsieur. C'est marqué la 5 sur le panneau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous proposer un petit bonbon, machin, etc. Voilà. Ceci étant dit, quand la personne, le préposé n'est pas là, c'est le bordel. Soyons clairs. Donc, comme quoi la machine n'est pas toujours prête à remplacer l'humain nécessairement. Je pense qu'on a bien fait le tour cette semaine. Si c'est pas le plus long numéro qu'on ait produit jusqu'à présent, c'est le 76e épisode. Merci Sébastien. La semaine prochaine, me semble-t-il, peut-être. Peut-être. On verra la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine, parce que je sais que Benoît vient, mais je ne sais plus avec qui. Ici, oui, je vous parlerai peut-être même du beurre. Ah, du beurre ou de l'argent du beurre? Oui, c'est un peu facile. Fatigue. Merci Marc, à très bientôt. Ce podcast devient du grand n'importe quoi. Non, pas la semaine prochaine pour Marc. En tout cas, ça c'est dans très 15 clair. jours. Ah, dans 15 jours. Par contre, nous, la semaine prochaine pour un hors-série, on vous expliquera comment surfer en toute sécurité avec Sébastien. Et puis, bien sûr, oui. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour le 77e numéro des Technos. À très bientôt. Au revoir.